Bonjour. Première restauration, 100 jours. Seconde restauration, Révolution de juillet, Révolution de février, Monarchie de juillet, Second Empire, Troisième République. Si vous êtes perdu dans toutes ces périodes, suivez ma vidéo et tout deviendra clair. Vous apprendrez aussi davantage sur Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, Louis-Napoléon Bonaparte. Vous saurez de qui il s'agit le cas échéant. Si vous restez jusqu'au bout, vous apprendrez les différents courants politiques, légitimistes, orléanistes, bonapartistes, républicains, et vous en saurez davantage sur les révolutions scientifiques de cette période, ainsi que sur la révolution industrielle. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc, on est en 1814. Le 19e siècle historique va s'arrêter en 1914 à la Première Guerre mondiale. Même si en théorie ça devrait être 1900, la fin du 19e siècle, le 19e siècle s'arrête en 1914 parce qu'on va continuer, on va finir le siècle jusqu'en 14 avec les mêmes mouvements que ce qu'on avait au 19e siècle. Donc on va dire que le 19e siècle historique, c'est 1814-1914. Et là, on a les droits du peuple qui s'opposent à l'aristocratie qui ne veut pas perdre son pouvoir, qu'elle a déjà pas mal perdu, et à la bourgeoisie capitaliste qui est en train de naître. Donc on a le peuple qui aimerait bien défendre ses droits face au patron qui exagère parce qu'il n'y a pas de droit du travail encore, et face à l'aristocratie qui est aussi en lutte contre la bourgeoisie. Donc il y a trois forces en présence, le peuple, l'aristocratie, la bourgeoisie. Ça va être extrêmement tendu. Et il y a eu... C'est intéressant ce que vous dites parce que avant il y avait trois états. Il y avait le tiers-état, le clergé et puis les nobles ou l'aristocratie. Et là, on dirait que le clergé a été remplacé par la bourgeoisie. Enfin, je veux dire, comme troisième. On parle plus du clergé, je veux dire là. Oui, c'est vrai. Alors le clergé, il y a une, si vous voulez, il y a une partie qui va, qui va être côté aristocratie parce que quand vous étiez noble à l'époque, vous aviez un de vos enfants qui partait dans le clergé et qui faisait qui faisait une autre fonction. Donc le clergé, le haut clergé est noble, donc il est côté noblesse. Et le bas clergé, le curé de campagne, eh bien lui, il est côté tiers-état. C'est quelqu'un du peuple. Il n'a pas beaucoup d'argent. Ouais. Donc, si vous voulez, le clergé, il va être entre les deux. C'est vrai qu'on va plus trop, il va pas avoir un pouvoir important. D'autant plus qu'avec la fin de la monarchie absolue de droit divin, il baisse un petit peu en pouvoir. Ouais. Et donc, on avait des droits acquis sous la Révolution qui sont remis en cause. Du coup, il faut faire des luttes sociales en permanence pour essayer de récupérer les droits qu'on ne veut pas nous laisser. Donc c'est tout le 19e siècle. Les droits du peuple qu'il faut essayer de récupérer. Et C'est par bon? exemple, quels Oui. étaient les droits acquis qui ont été remis en cause? Égalité des droits devant la justice, devant les charges possibles. Tout le monde peut faire tout le monde peut avoir une charge politique, par exemple, s'il est capable. Sauf qu'on ne va pas forcément laisser toutes les charges, on va essayer de bloquer un petit peu. La liberté de la presse, donc on va enlever la liberté, alors là c'est pour tout le monde, c'est pour bourgeoisie et puis peuple, et le respect de la propriété. Chacun peut posséder ses propres choses. Le problème du 19e siècle, ça va être que les patrons, ceux qui possèdent des usines, vont être dans l'exploitation auprès des ouvriers, en fait. Et en termes d'heures de travail aussi, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est assez important. Et on est, avec la révolution industrielle dont on va parler, on passe d'un système où chacun produit
un petit peu chez lui, est un petit peu artisan, il fait des produits, il vend ses produits, il est employé quelque part, il est ouvrier quelque part, il est payé à l'heure. Et le paiement, ce qui est vendu, c'est les heures de travail des gens. C'est plus le produit final. Et ça va pas être avantageux. Voilà. Donc, ensuite, on a ce qui se passe entre 1814 et 1914, c'est la page suivante. On commence par la première restauration. Donc, il y a Louis XVIII qui revient au pouvoir. Napoléon abdique parce qu'il s'est cassé le nez en Russie, il était obligé de revenir, il a perdu des hommes, il a totalement perdu. Eh bien, il abdique, il s'en va. Louis XVIII revient. C'est une première restauration. Ensuite, Napoléon revient de l'endroit où il s'était exilé, où il avait été exilé un peu de force, mais donc il revient de là et pas longtemps, 100 jours. Donc il revient, il essaye il récupère ses hommes parce qu'il était apprécié, c'était un très bon général, il était aimé en tant qu'empereur, donc il récupère ses hommes, son armée, il reprend le pouvoir. Pas longtemps, il perd à Waterloo, c'est fini, il est exilé pour de bon. Et on est en quelle année, là, quand les 100 jours? 1815. Toujours, ok. Toujours. Ensuite, seconde restauration. Donc, Louis XVIII revient, voilà. Ensuite, on passe à Charles X. Et après, il y a une révolution. La révolution de juillet. On appelle ça les Trois Glorieuses, parce qu'il y a 3 jours où il y a une révolution qui vise à destituer Charles X. Ça, c'est en 1830. Une question, comment était perçu Napoléon après son abdication? Il avait une bonne image en France ou une mauvaise image? J'arrive pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu une bonne image de temps en temps, mais, même s'il a été un peu dictateur. Mais là, après l'abdication de Napoléon, quelle était son image entre 1815 et 1830? Alors, il y a eu des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, il a été idolâtré. Napoléon, ça vraiment, il a vraiment une image extrêmement positive. C'est quelqu'un qui, de général, a réussi à prendre le pouvoir. C'était un général qui était très courageux, qui était toujours devant, qui prenait des risques lui aussi, qui était très proche des hommes, des militaires, qui a fait une politique d'expansion, donc qui a récupéré beaucoup de territoires. Alors même s'il a tout reperdu, il a quand même donné une bonne image par l'expansion territoriale, par la guerre. Voilà, c'était un génie en termes de militaire, un génie stratégique vraiment à un niveau exceptionnel. Donc, il était très, très aimé. Ce qu'on en retient aujourd'hui, c'est surtout qu'il a organisé la France après le chaos révolutionnaire. Est-ce que c'était vu comme ça aussi à l'époque? Oui, bien sûr. Okay. Tout le monde le voulait en fait. Pas tout le monde, mais de façon générale, la plupart des gens voulaient qu'il revienne au pouvoir. Parce que s'il avait fait un coup d'État sans avoir l'aval de la population, ça n'aurait pas fonctionné aussi bien. Là, tout le monde était content. C'est presque un coup d'État démocratique. Au départ, il voulait par la démocratie, puis ça n'a pas fonctionné, donc il a fait un coup d'État. Mais oui, il avait l'approbation de tous. Donc oui, Napoléon il a eu quelques baisses de popularité, mais dans l'ensemble, il a été vu de façon formidable. Il avait une très bonne image auprès des gens. Et puis, je trouve que c'est un peu l'incarnation ordonnée
de la démocratie. Parce que bon, la révolution, c'était un peu désordonné, mais là, c'est ordonné et ça donnait quand même des chances aux gens. Parce que d'après ce que j'ai compris, certains généraux étaient issus de milieux bien différents de ce qui existait auparavant. Enfin, le peuple avait plus sa chance sous Napoléon, on dirait. Oui, Je ne sais pas oui. s'il y a eu des généraux qui sont issus de la base, ou des généraux ou des hauts gradés militaires qui sont issus de la base, alors que ce n'était pas possible auparavant. Je ne sais pas si ça s'est passé dans l'armée napoléonienne. Napoléon, ça a été l'occasion pour énormément de bourgeois d'avoir une ascension sociale fulgurante. Ça a été une opportunité énorme. Et d'ailleurs, les romantiques en général disent on est né trop tard. On est né trop tard parce que franchement, ça aurait été bien sous Napoléon. Ils naissent un petit peu après, ils disent ah ben nous on n'a pas connu un Napoléon, c'est dommage parce qu'on aurait bien aimé vivre à cette période-là. C'était une période qui était vue très positivement. Et ça va. Pourquoi ils disent ça, les romantiques? Parce que c'était quand même une période de guerre. Enfin, je veux dire, sur un plan humain, c'est pas très positif quand même. Ah oui, mais la guerre n'est pas vue négativement à l'époque. Du moment qu'on gagne. Aujourd'hui, on dit bon bah la guerre quand même, il faudrait éviter. Parce qu'on a majoritairement la paix dans les pays industrialisés, on a la paix, enfin dans tous les pays qui ont la bombe atomique, on a la paix. Et on pense que la guerre, c'est négatif. Mais à une époque où la guerre, ça faisait partie de la vie quotidienne, ben, faire une guerre et puis la gagner systématiquement, ça fait plaisir aux gens. Ah ouais. Bon, ça coûte cher, mais ils récupèrent de l'argent derrière, du prestige, donc la guerre était vue positivement. D'accord, il y avait des morts, mais c'était quand même vu positivement. Donc les romantiques trouvent que finalement c'était mieux avant. Ok. Et ça va expliquer tout ce courant romantique qu'on verra la prochaine fois. Et Louis XVIII est beaucoup moins apprécié. Louis XVIII, il a la légitimité par rapport parce qu'il est de la famille de Louis XVI, mais il est moins apprécié. La Restauration, voilà, il n'est pas spécialement populaire. Charles X est renversé lors de la Révolution de Juillet, qu'on appelle les Trois Glorieuses, en 1830. Donc on a Louis XVIII, ensuite on a Charles X, et puis ensuite, Révolution, on a 1830. 3 jours pendant lesquels il y a une révolution. Et ça suffit à faire destituer Charles X. Et on a après ce qu'on appelle la monarchie de Juillet. On a Louis-Philippe qui prend le pouvoir. Donc c'est Philippe d'Orléans. Et lui, il faut retenir parce que ça va être tout un courant aussi. Tous ceux qui sont pour les descendants de Philippe d'Orléans, ça va être un courant. Donc Louis-Philippe prend le pouvoir et lui, il a une idée particulière qui plaît beaucoup aux bourgeois, c'est qu'il est pour la liberté de la presse. Donc il va tout lâcher. Il va dire moi, je ne m'opposerai jamais à la liberté de la presse. Jamais, jamais. Ensuite, il regrette. Ensuite, il regrette parce qu'il y a énormément de caricatures de lui. Alors que Louis XIV, on ne le caricaturait pas, Louis XVI non plus. Dès qu'on donne la liberté de la presse, on va le caricaturer. Il va le regretter, il va faire des procès aux gens. Il va faire des procès aux journaux. Mais il laissera la liberté de la presse parce que c'est ce qu'il a promis. Et c'est pour ça que la bourgeoisie le voulait. Parce qu'il est plus libéral, on va dire. Et après, Louis-Philippe, il y a encore une révolution. La révolution de février en 1848. Voilà, il y a des révolutions tout le temps. C'est un siècle de révolution. Donc la révolution de février, et on arrive avec la Deuxième République, avec le neveu de Bonaparte, de Napoléon Bonaparte, qui s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Mais en République, il est élu. Donc, comme il est de la famille de Bonaparte, on se dit que finalement, Bonaparte, il était quand même pas mal. Donc, on va élire dans sa famille, il doit être bien aussi.
Deuxième République, c'est lui. Bon, il fait comme Bonaparte, il fait un coup d'État. Donc le 2 décembre 1851, il fait son coup d'État et ça devient le Second Empire. Et il s'appelle plus Louis-Napoléon Bonaparte, il s'appelle Napoléon III, celui que Victor Hugo supportait pas. Et il est populaire ou pas son coup d'État? Parce que vous disiez celui de Napoléon Bonaparte était populaire, mais celui-là, il est populaire ou pas? Il est soutenu. Il est quand même soutenu puisqu'il a été élu. Bon, enfin, il a été élu avant le coup d'État. Oui, avant le coup d'État. Oui, mais ça se faisait beaucoup à l'époque. Avant que la République, avant que la démocratie s'installe vraiment, on passait notre temps à naviguer entre régimes autoritaires, régimes démocratiques. Donc, ça n'a pas plus choqué que ça. Alors, évidemment, forcément qu'il avait des opposants, mais je ne sais pas exactement les détails. Donc, Napoléon III, et en 1870, il y a une guerre avec la Prusse. Voilà, une guerre avec la Prusse en 1870. En 1871, page suivante, il y a la Commune de Paris. Donc, révolte populaire. Révolte surtout ouvrière, populaire de façon générale, qui est réprimée de façon très sanglante. Voilà. Et ensuite, on arrive avec la Troisième République. On a Thiers, qui est orléaniste. Donc, en fait, Thiers, il est pour Philippe d'Orléans, Louis-Philippe. Donc, il veut que ceux qui viennent au pouvoir, ce soit des descendants de Philippe d'Orléans. Donc, il est orléaniste. Mais ensuite, comme au bout d'un moment, les monarchistes perdent en pouvoir, finalement, la monarchie, au bout d'un moment, ça intéresse de moins en moins de monde. À la fin, il devient républicain. On a MacMahon, qui est légitimiste. Donc, une question, Katia, là, parce qu'on parlait de Napoléon III, on passe à la Troisième République, donc il a été déchu, Napoléon III, enfin, à quel moment? Oui, capturé par les Prussiens. Ah, je sais pas ça. Donc en 1870 alors? Ouais, 1870. Ah, je ne savais pas ça. Il veut revenir au pouvoir, mais il peut pas. Ouais, il est capturé lors de la bataille de Sedan. C'est ça. La bataille de 1870, il est capturé, donc forcément, il faut 2 jours plus tard, il faut faire quelque chose, donc on proclame la Troisième République. Ok. Voilà. Donc on revient à MacMahon. Lui, c'est un légitimiste. Or, les légitimistes, c'est ceux qui veulent voir venir sur le trône les Bourbons. Les Bourbons, c'est toute la lignée de Louis XVIII. Louis XVIII, c'était un Bourbon. Donc, c'est quelqu'un qui est élu dans la Troisième République, mais qui veut quand même un roi. Pareil que Thiers. Ils sont élus, mais la monarchie, finalement, ils aiment bien. Et puis ensuite, les suivants, ce sont des républicains modérés, c'est-à-dire des républicains, mais qui veulent pas aller trop loin en termes de droits sociaux, de droits au peuple. Donc on en a quelques-uns, voilà, j'ai mis la liste: Grévy, Carnot, Casimir Perier, Faure, Loubet, Fallières, Poincaré. Donc grosso modo, il y a des pro-royalistes et des pro-bourgeois, quoi. Oui, c'est ça. Il y a des pro-peuples? Oui, justement. Page suivante, on regarde les courants politiques qu'il y a pendant les républiques et l'Empire et pendant tout. Alors, en fait, les courants politiques, on a les légitimistes, donc qui veulent la famille Bourbon. On a les orléanistes, qui veulent Philippe d'Orléans et sa famille. On a les bonapartistes, qui veulent les descendants de Napoléon Bonaparte. Et ensuite, on va avoir les conservateurs et plus tard les nationalistes. Et puis, on a de l'autre côté les libéraux.
Donc, les libéraux, on a les républicains modérés et les républicains radicaux. Donc, ceux qui en veulent un peu plus, on les appelle les radicaux. Et ensuite, ça va encore plus loin, on a les socialistes. Non, c'est pour savoir un peu ceux qui se situent à droite et à gauche dans tout ça. Alors, en fait, C'était une séparation à l'époque, mais ça dépend où. En fait, je ne l'ai pas mis. Je vais vous dire ce que j'avais trouvé. Donc, en fait, pendant la Restauration, à droite, il y a les royalistes conservateurs absolutistes. Donc, eux, ils disent monarchie absolue de droit divin, ils sont à droite. Au centre, on a les royalistes libéraux constitutionnels. Donc, on a des royalistes, mais qui veulent une monarchie constitutionnelle. Et à gauche, on a un parti qui s'appelle les indépendants. Les indépendants, dedans, il y a les libéraux. Donc, les libéraux sont de gauche. Les républicains, toute la bourgeoisie. Donc, on a, et finalement, à gauche, on a les libéraux. Pendant la monarchie de Juillet, à droite, on a les légitimistes et on a les bonapartistes. Au centre droit, on a les orléanistes, ceux qui veulent Philippe d'Orléans. Et ils s'appellent Parti de la Résistance, mais voilà, c'est juste leur nom. Ils sont conservateurs. Au centre, on a les orléanistes, les orléanistes moins conservateurs. On les appelle le tiers parti. Au centre-gauche, on a les orléanistes progressistes. Et à gauche, on a les républicains. Ceux qui ne sont pas royalistes, ils sont à gauche. Ceux qui ne veulent pas droit, ils sont à gauche. Ensuite, pendant la Deuxième République et le Second Empire, à droite, on a les bonapartistes. On a aussi à droite les légitimistes, les orléanistes, les républicains conservateurs. Au centre, on a les républicains modérés. Et à gauche, on a les socialistes. Les royalistes, on va en avoir de moins en moins. Donc, ceux qui étaient considérés comme de gauche à un moment, quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont eu un peu plus de libéralisme, ils passent à droite, puisqu'ils veulent conserver ce qu'ils ont. Si vous voulez, à gauche, c'est on veut changer la société, à droite, c'est on veut conserver ce qu'on a. Une fois qu'ils ont changé ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils ont eu la liberté de la presse, qu'ils ont eu un peu plus de libéralisme, un peu plus de liberté d'entreprendre, etc., ils passent à droite puisqu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et donc, un mouvement ne reste pas à droite. Il ne reste pas à gauche, pardon. Un mouvement de gauche ne reste pas à gauche. Et au bout d'un moment, il passe à droite. Ouais, une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, quoi. Oui, oui, oui. Donc, et évidemment, aujourd'hui, tout ce qui est légitimiste, orléaniste, bonapartiste, au fur et à mesure, dans la Troisième République, 4e, 5e, on en a eu de moins en moins. Donc, au final, ils sont à l'extrême droite. Ouais. Mais on ne va plus dire qu'un orléaniste est de gauche, alors qu'à l'époque, oui, un orléaniste, c'était quelqu'un de gauche. Ça n'a pas le même sens, gauche et droite. Voilà. Ok. Maintenant, la révolution scientifique. Page suivante. Donc, la révolution scientifique, on a une révolution dans l'énergie. On a la machine à vapeur qui est utilisée. Alors, elle avait déjà été inventée, mais là, elle est utilisée. Elle est très utilisée et ça va vraiment changer l'industrie. Donc, la machine à vapeur, en 1800, la relativité restreinte, ça change les sources d'énergie aussi, 1905. Les moyens de communication, on a l'affichage public, on a le sémaphore, on a le cinéma, on a la TSF, l'ancêtre de la radio. Ouais, vous le mettez dans quelle communication, c'est ça? Communication, ouais. Je suis à la page 16. Ouais, je crois que j'y suis aussi. Je vois pas le numéro de page, mais je pense que j'y suis. Okay. Je vois révolution scientifique. Alors, il y a, oui, révolution scientifique. Ensuite, il y a les facilités de voyage. On a la locomotive à vapeur, forcément avec la machine à vapeur, 1804. La Ford T, 1908. Le canal de Panama, 1914. Donc tout ça, on améliore un petit peu le voyage. Et on a
une révolution aussi dans le domaine médical avec le vaccin contre la variole, 1796, la rage et l'anthrax, 1885. Et là, c'est vraiment une avancée énorme. On ne devrait pas aussi dire l'hygiène? Enfin, ouais, c'est peut-être pas une révolution scientifique, mais... Oui, il y a des progrès d'hygiène, oui, bien sûr. On se rend compte que finalement, si on se lave les mains, ben, ça évite des microbes. C'est pas mal. Voilà. Ouais, mais j'avais lu que ça avait plus contribué à l'augmentation de la durée de vie, l'hygiène, que toutes les autres découvertes scientifiques comme les vaccins, etc., au 19e. Ouais, ouais. Donc, la photo que j'ai mis, c'est le congrès de Solvay en 1911. C'est une conférence scientifique en physique-chimie. Donc là, vous avez une photo qui est assez intéressante parce qu'on a plein de scientifiques. On a Henri Poincaré, on a Marie Curie, Albert Einstein et puis d'autres. Voilà. Ensuite, page suivante, il faut bien comprendre que cette lutte politique se voit dans les journaux. Tout le monde écrit. Tous les écrivains qui écrivent des livres, ils écrivent aussi des journaux. Voilà, à chaque fois qu'il y en a un qui écrit des livres, il écrit un journal. Alors, il y en a deux qui n'ont pas écrit d'article. C'est Flaubert, puis il y a aussi Rimbaud, parce qu'il n'était pas assez bon pour écrire des journaux. Il était très bon pour écrire des poèmes, mais bon, apparemment, les journaux, on n'en voulait pas. Donc, sinon, ils ont, sauf si j'en ai oublié, mais à première vue, ils ont tous écrit. C'était ce qui se faisait. C'est le siècle du journal. Le 19e siècle est le siècle du journal. Ah. Voilà. Et ils écrivaient une fois qu'ils étaient connus ou pour se faire connaître? Les deux, tout le temps. Donc avant d'être connus, ils pouvaient écrire dans les journaux quand même pour essayer de se faire connaître, se faire un nom. Oui, bah oui, quand on a accepté qu'ils écrivent, oui. Oui, Est-ce alors, qu'il y a eu des journalistes qui sont devenus écrivains à l'époque? en fait, il y avait une porosité importante entre journalistes et écrivains, donc je ne saurais pas vous dire. Ah, ok. Donc, on passe à la suite. Première et deuxième révolution industrielle, 1820-1870, et ensuite 1870-1910. Donc, la révolution industrielle commence au Royaume-Uni avec la machine à tisser automatique. Donc, on a la machine à tisser automatique qui arrive au Royaume-Uni et ça va arriver en France après. Donc, ça va changer totalement l'industrialisation du textile. On ne pourra plus faire du textile chez soi. Donc, on va devenir ouvrier pour faire du textile dans une usine, ce qui va baisser considérablement le niveau de vie, en fait, enfin, la qualité de la vie. Pas le niveau de vie à proprement parler, mais la qualité de la vie. Ouais. Mais qui va augmenter considérablement la productivité. On va produire plus, donc ça va faire baisser un petit peu les coûts, même beaucoup. Voilà. On a la machine à vapeur, on en a parlé. Et donc, le monde du travail change radicalement. C'est là où on commence à employer les gens à la journée et non plus à la tâche, en fait. Et puis, les gens ne travaillent plus chez eux, ils travaillent dans une usine. Et on a des grands bourgeois qui achètent des grandes usines. Il n'y a plus on voit une baisse importante des petits commerces, de tout ce qui est petit, parce qu'il y a une économie d'échelle à acheter des machines. Ensuite, on a... donc là, je fais un panel général de la littérature et puis la prochaine fois, on verra le détail des courants littéraires. Donc, de façon générale, la production écrite reste politique. On n'a pas une production qui se libère totalement de l'aspect politique parce qu'il se passe tellement de choses dans ce siècle que tout est politique. Mais
à la place de n'écrire que des essais et des pamphlets, on change de genre. On peut écrire du roman social, voilà, on change un petit peu de genre. Donc, ça devient plus littéraire. Roman, ça va être une façon plus littéraire d'écrire. La vie politique a été malmenée pendant ce siècle. On a 2 ans. Avant que vous fassiez la vie politique, le roman social, est-ce qu'il existait avant le 19e? Non. Et pourquoi? Parce qu'il y avait quand même des gens pauvres et il y avait des gens... Ah oui, mais on n'en parlait pas. En fait, si vous voulez, en fait, si vous partez du principe que ce qui est beau, c'est ce qui doit transcrire dans les romans. L'aristocratie, ce sont des beaux sentiments, des belles valeurs, donc il faut les transcrire dans la littérature. Pourquoi dans ce cas-là? Est-ce qu'ils auraient travaillé sur quelque chose qui n'est pas beau et qui parle de la vie de tous les jours et de gens qui ne sont pas des nobles? En fait, le 19e siècle, c'est le siècle où on se dit finalement, on peut parler de la vie courante, on peut parler des petites gens, on peut, avec Courbet, dessiner des vaches, faire un tableau de vaches. On n'est pas obligé de mettre des belles scènes avec des beaux sentiments, des beaux romans, avec des choses valorisantes. Mais donc, comment ça se fait qu'on le fait à partir du 19e et pas avant? Parce qu'il y a eu une liberté de la presse? Parce que quoi? La lutte sociale, en fait. Ah. On a changé de mentalité. On se dit que finalement, il y a égalité de droits entre les gens. Forcément, ça va influer sur ce qu'on écrit. Ouais, donc c'est un petit peu la Révolution quand même qui a mis le roman social. Ah c'est pour ça qu'on a passé tant de temps sur la Révolution. Ouais. Parce que si on n'avait pas eu la Révolution, on n'aurait pas eu de roman social. Ok. Donc la vie politique est malmenée pendant ce siècle. On a 2 empereurs, 4 rois, 9 présidents. Donc vous voyez, ça succède très vite. Et donc c'est propice aux oppositions d'idées. On va avoir beaucoup de polémiques, de romans polémiques, etc., de textes polémiques. Parce que y a tellement de gouvernements différents que tout le monde n'est pas d'accord. Vous prenez le XVIIe siècle, il n'y a quasiment que Louis XIV sur tout le XVIIe siècle, vous n'allez pas avoir beaucoup de polémiques. Vous prenez un siècle où il y a je ne sais combien de gouvernements, forcément, il y a des oppositions d'idées. Et ça va se transcrire dans la presse, qui, pendant une grande partie du siècle, est libre. Donc, forcément, les idées se propagent bien. On passe à la dernière? Ouais. Donc, la presse profite des inventions. Il y a des inventions dans le domaine de l'impression et de la communication, des transports. Donc, c'est beaucoup plus facile d'écrire. On a le matériel pour tirer les journaux qui s'améliore, etc. Et on a le transport facile et rapide des idées. Et les mouvements littéraires vont s'enchaîner au même rythme que les régimes. On va avoir énormément de régimes et on va avoir énormément de mouvements littéraires. Et ça, on verra tout ça la prochaine fois. Voilà. Une question, le transport rapide et facile des idées, ça va avoir comme conséquence aussi que les mouvements littéraires vont être plus internationalisés qu'auparavant? Je dirais qu'en fait, ça a toujours été international, mais c'est juste que ça va plus vite pour changer, là. Ça change plus vite. Dans tous les cas, il y a toujours eu une exportation des mouvements littéraires, mais là, il y en a plus des mouvements littéraires à exporter. Voilà. Je dirais plutôt ça. Ok. Le romantisme allemand, il commence en 1800 et il arrive en France en 1820. Il met 20 ans pour arriver. Ouais. C'était un peu long. Là, ça arrive plus vite. Parce qu'il y a le transport, etc. Mais dans tous les cas, ça arrivait. Ouais, puis on était occupé avec la guerre aussi. Hein. Oui, ça aide pas. Voilà. Ouais. Voilà, du coup, vous me direz, on fera la suite. Ah c'était très bien, c'est presque un cours d'histoire. Alors oui, clairement, à ce niveau-là, on n'est pas loin de l'histoire. Ouais, on n'est pas loin de l'histoire. C'est très, très historique, mais vous voyez un peu les liens qu'il y a entre l'histoire
Et puis la littérature, c'est parce qu'on étudie l'histoire qu'on peut comprendre la littérature, qu'on peut Ouais. comprendre pourquoi on a ces idées, en fait. On ne peut pas étudier un mouvement littéraire sans savoir ce qui s'est passé à côté, qui a fait que les gens ont pensé comme ça. Bah, ce qu'on disait sur roman social, en fait. Oui, c'est ça. Les mouvements Mmh. littéraires, ils sont liés à leur contexte historique. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, j'arrête l'enregistrement.